Salut tout le monde, bienvenue au 9e épisode du podcast Entre Génies. Cette semaine, on a eu la chance de recevoir M. Guy Dumas, professeur et spécialiste en fluides à l'Université Laval. Il est aussi directeur du laboratoire de mécanique des fluides numériques, autrement appelé le LMFN. Guy enseigne principalement 2 cours, dont dynamique des fluides appliqués et introduction à l'aérodynamique, qui est un cours à option. Dans l'épisode, on a abordé ses années en tant qu'étudiant à l'Université Laval, son parcours dans l'Ouest américain à Caltech pour entreprendre son projet de doctorat, ainsi que ses projets de recherche et quelques anecdotes de vie. On vous souhaite bonne écoute. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir, je suis très content d'être ici. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Puis on va commencer tout de suite au vif du sujet. Te laisser te présenter, c'est quoi que tu fais à l'Université Laval? C'est ton parcours d'étudiant, de jeunesse, fait qu'on te laisse lancer là-dessus. De parcours de jeunesse, bon, d'abord, je suis un gars de la région. Moi, j'ai grandi à Charlesbourg, en banlieue de Québec. Évidemment, j'ai fait mes sciences pures à l'époque là, au cégep Garneau. Et ensuite, après le cégep, ça a été évidemment le grand questionnement dans quel domaine on s'en va. Et le génie mécanique est apparu comme une belle option qui combinait, moi, j'avais vraiment cliqué fort au cégep sur les mathématiques, la physique, en particulier physique mécanique, évidemment. Et donc, génie mécanique semblait regrouper tout ça. Fait que je suis venu en génie, puis en me disant qu'évidemment, j'aurais un job facile après mes 4 ans d'études. Fait qu'on s'est lancé en génie mécanique à l'Université Laval. Ça a été des années fantastiques, super agréables. J'en ai gardé des souvenirs et des amitiés très, très profondes. Et bon, après le bac en génie mécanique, j'ai eu la chance d'avoir des expériences d'été en recherche durant ces années-là avec quelques professeurs, en fait, au département de génie mécanique. Ça m'a vraiment donné la piqûre pour poursuivre aux études graduées. Fait que là, j'ai fait ma maîtrise sous la direction de 2 profs fantastiques là, qui ont eu un impact important sur la suite des choses pour moi, là. Il y en a un qui était le directeur du département de l'époque, Dean Nguyen, ici, qui était notre spécialiste d'aérodynamique à l'époque, qui enseignait aussi, je pense, le cours de dessin de machine ou quelque chose d'équivalent à ça. Et j'avais un co-directeur qui était en génie civil, qui était Gouridat, qui était le spécialiste, lui, à l'époque, là, des méthodes numériques, méthodes des éléments finis. On était quand même dans les débuts de tout ça, les méthodes numériques et tout, là, fait que c'était nouveau. Mais c'était quelqu'un qui était très dynamique puis très respecté dans le domaine. Fait que j'ai fait mon projet de maîtrise sous leur direction. Ça m'a permis de m'initier à vraiment un peu plus l'aspect science de la mécanique des fluides et des simulations numériques, des méthodes numériques. Ça m'a donné aussi l'occasion de voyager un peu parce que Gouridat, mon co-directeur, était aussi prof à l'Université de Compiègne en France. Et ça m'a donné l'opportunité d'aller faire des stages en France. À la fin de ma maîtrise, j'ai pu faire aussi une conférence en Angleterre. Donc, en tout cas, quelques voyages. Puis, mes deux directeurs de recherche étaient me supportaient beaucoup et tout ça. Donc, c'était fantastique. Ça m'a amené, maintenant, après la maîtrise, j'avais vraiment le goût de poursuivre. Et puis là, c'était devenu clair pour moi que je voulais être prof. Je voulais faire une carrière académique. Et donc, OK, on fait un doctorat. Où est-ce qu'on fait un doctorat? Et j'avais le goût aussi de parfaire mon anglais. Fait que là, j'ai dit, OK, doctorat, on va aller aux États-Unis. Fait que je me suis donné quand même 1 an parce qu'après la maîtrise, j'ai travaillé comme associé de recherche à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, pour un prof là-bas. Et je me donnais cette année-là pour préparer le choix de mon université de doctorat, puis préparer les demandes de bourse aussi, le financement de tout ça, parce que c'était quand même un gros projet. J'avais aussi ma conjointe, je vivais avec ma blonde, et là, il fallait planifier qu'est-ce qu'on fait, puis comment on déménage aux États-Unis ensemble. Fait que, évidemment, on a songé au mariage. On s'est mariés dans cette année-là aussi, en prévision d'aller aux États-Unis. Donc, c'est ça, on prépare les États-Unis. Je fais des demandes d'application. Je reçois des offres de plusieurs universités américaines. Puis, parmi celles qui m'intéressaient peut-être le plus, c'est en Californie. Je ne sais pas pourquoi, mais... Le soleil. Ouais, je me disais, tant qu'à s'éloigner de la famille... Il va pas au Nebraska faire des études. Aller apprendre l'anglais. Donc, la Californie, j'avais appliqué entre autres à Berkeley, dans la région de San Francisco, à Stanford, dans le milieu un peu de la Californie, puis à Caltech, dans la région de Los Angeles, à Pasadena.
Fait que j'avais eu des offres d'admission de ces endroits-là. Fait qu'on a décidé d'aller... on a fait notre voyage de noces, en fait, en Californie pour aller visiter aussi en même temps les universités puis les profs potentiels comme superviseurs. Puis on est vraiment tombé en amour avec Caltech en arrivant là. Surtout qu'on arrivait de Stanford juste avant, qu'on avait visité, qui est un magnifique campus aussi à Palo Alto. Mais on avait trouvé ça trop... Ça chaînait trop, là, ça brillait trop. C'était tous des beaux blonds décapotables, puis moi, je suis pas blond, puis je suis pas si beau. Je sais pas, on se sentait pas tant à l'aise. On sentait pas que c'était notre milieu, mais on arrive à Caltech, c'est des gars en nu-pieds sur des monocycles, puis ça... Vraiment une place assez spéciale. Ils viennent de surfer. Puis, ouais, fait qu'en tout cas, vraiment, ça nous a plu beaucoup plus comme atmosphère, puis on est tombé en amour avec le campus aussi. Donc, Est-ce que le projet était décidé à ce moment-là ou c'était juste d'aller voir l'université en soi? J'allais voir, surtout rencontrer le prof potentiel qui pouvait me superviser. Fait que je m'étais informé avant de m'y rendre qui fait de la CFD. Je voulais poursuivre dans le domaine de la fluide, mais de simulation numérique. J'avais commencé à la maîtrise. Et on m'avait donné un nom, le professeur Anthony Leonard. C'est lui, finalement, qui est devenu mon directeur de recherche au doctorat. Mais quand je suis allé frapper à la porte de son bureau, ma première visite sur le campus, c'est comme s'il m'attendait. C'est comme s'il savait. Il dit, j'ai ton dossier sur mon bureau. OK. Puis, tu sais, c'est quasiment comme s'il m'attendait. Là. On s'est mis à parler de possibilités de projet. Puis, ce qu'il m'a décrit était vraiment, vraiment intéressant. Puis, dans mes cordes. Puis lui, Tony, qu'on appelait Tony, là, Anthony Leonard, Tony est un ancien chercheur de la NASA Ames, et était revenu sur le campus parce qu'il avait fait ses études à Caltech avant, mais il avait travaillé toute sa carrière à la NASA. Et là, il était revenu comme prof depuis 5-6 ans à ce moment-là, terminé sa carrière comme prof. Fait qu'un gars d'expérience, puis avec un background, puis des contributions que je connaissais déjà, là, qui m'impressionnaient. Donc, c'était un match parfait. C'était vraiment fantastique. Le projet, c'est sur quoi tu as travaillé? Est-ce que c'est l'embryon de la CFD ou c'était... Avant ça, je serais peut-être curieux si on faisait projet de maîtrise avant, pour peut-être plus nous mettre en contexte, mettons, voir qu'est-ce qui peut mener à justement un projet de doctorat. Okay. À la maîtrise, c'était sur la thermofluide et on était vraiment embryonnaire au niveau de la CFD, des simulations numériques. Là, je fais une petite parenthèse aussi, on va mentionner souvent CFD, fait qu'en premier, je pense... On va le définir. On va le définir tout de suite parce qu'il y a des éditeurs qui vont dire là, CFD. Oui, t'as raison. Donc, CFD, c'est Computational Fluid Dynamics. Fait que c'est l'acronyme anglais pour mécanique des fluides numériques. C'est la simulation des écoulements, finalement. Et à la maîtrise, c'était sur un problème de thermofluide. Finalement, il y avait du thermique aussi là-dedans. Et j'ai développé un code d'éléments finis pour résoudre les écoulements avec transfert thermique, donc de convection thermique. Et on a même ajouté, au final, le rayonnement thermique là-dedans. Puis là, par curiosité, admettons qu'il fallait qu'on l'explique à quelqu'un qui n'a presque pas de connaissances. On est capable de mettre des concepts peut-être un petit peu plus familiers là-dessus, sur ce que vous venez de dire? Ou c'est plus... Comme moi, je le vois, ça devait être de résoudre deux types d'équations, l'équation de chaleur puis l'équation comme volume fini, ou... Oui, le modèle mathématique, c'est de rajouter finalement aux équations de Navier-Stokes qui gouvernent le mouvement là, du fluide, c'est de rajouter une équation d'énergie, une équation de température, qu'est-ce qui contrôle le champ thermique dans ton domaine. Fait qu'avec les conditions limites appropriées, on peut déterminer, mais il faut se résoudre simultanément le champ de vitesse, le champ de pression et le champ de température dans le domaine. Et on avait une application qui était quand même intéressante, là, c'était l'étude d'un concept de mur d'isolation domestique, de mur de maison semi-conducteur. C'était basé sur la convection thermique qui n'était pas la même. Le mur était constitué de cavités parallélépipédiques qu'on appelait, là, donc des cavités faites en forme de parallélogramme, superposées une par-dessus l'autre. Et le mouvement de l'air par convection de chaleur là-dedans était pas le même d'un sens que de l'autre.
Donc, ça pouvait devenir un mur qui isolait dans une direction puis permettait de faire rentrer l'énergie solaire de l'autre direction. Donc, c'était dans des concepts là, d'application de solaire passif. Là, Puis ça, mettons, on retrouvait ça où? Mettons, on va dire jusqu'aux clients qui achètent. Là, ces technologies-là servaient à quoi? Les climats plus hivernal ou... Bien, on n'était pas au niveau commercialisation, on était vraiment au niveau des études fondamentales, de voir le potentiel ou la possibilité de réaliser ça. C'était des projets qui étaient démarrés en collaboration avec l'école d'architecture ici. OK. Puis... C'est carrément pour ouvrir des possibilités, au fond. Absolument, C'était juste pour dire, regardez, maintenant, il y a ça de possible. En fait, dans ma carrière, on va en parler là, au fur et à mesure. Tu vas découvrir que le trait commun, c'est que mon travail est très en amont, disons, de la commercialisation. Puis on est au niveau de la recherche un peu plus fondamentale, de base, qui va permettre à se rendre à ces réalisations-là. Je comprends. Puis là, je pense que ça nous mène au projet de doc. Fait que, si je résume, juste pour être sûr qu'on comprend bien, le projet de maîtrise, dans le fond, c'était de prendre des équations, les mettre en forme numérique, puis de les résoudre pour voir si les murs étaient plus conducteurs de chaleur quand il y avait de l'air qui allait d'un côté ou qu'il y avait de l'air qui allait de l'autre côté. À peu près ça, exactement. Puis de choisir ensuite les matériaux qui allaient constituer ces cavités-là. Si on mettait des ailettes d'aluminium versus du polystyrène épais d'1 pouce, bon, ça allait être différent. Ce genre de choses-là. Puis là, on s'est aperçu aussi que le rayonnement thermique était important dans les échanges thermiques entre les deux surfaces. Donc, on a fini par avoir les 3 modes de transfert, là, conduction de chaleur dans les parois solides, convection thermique dans l'air et rayonnement. Puis quand que tu t'es dit que tu voulais vraiment faire tout le parcours en fluide un peu, est-ce que c'est au bac que tu as eu la piqûre pour les cours de fluide? Oui, par mes expériences d'été en recherche, j'ai fait allusion à ça. Entre autres, Dinh Nguyen, qui est devenu mon directeur de recherche à la maîtrise, m'avait embauché un été pour travailler dans le laboratoire de mécanique des fluides expérimental. Et là, j'ai découvert le monde de la recherche, mais le monde de la fluide en particulier. Donc, oui, c'est là que la mécanique des fluides s'est imposée à moi. Et je te dirais la thermofluide. En fait, au début, c'était vraiment toujours associé quand même à l'équation d'énergie aussi, puis au transfert thermique. Là. Excellent. Puis projet de doc, ben là, le projet de doc, on l'attaque. Une grosse université. C'était une université assez de recherche fondamentale aussi. Fait que c'est clair que le projet était de nature fondamentale. J'ai étudié durant mon projet de doctorat la transition laminaire turbulente. On sait que dans les écoulements, ça peut couler en laminaire ou couler en turbulent avec du brassage et tout ça. C'est des mécanismes d'instabilité qui amènent à la turbulence. Donc, j'ai étudié la transition dans les écoulements dans une géométrie canonique, là, un peu qui peut paraître étrange, mais dans des enceintes sphériques, finalement, des espèces d'anneaux sphériques. On les appelle les écoulements de couette sphériques. Il existe des écoulements de couette plans, entre 2 plans, puis une paroi se déplace puis entraîne par effet visqueux l'écoulement à l'intérieur. Ça serait le couette plan. Tu as le couette cylindrique entre 2 cylindres dans un anneau cylindrique. Puis là, tu as le couette sphérique dans un anneau sphérique. Ça correspond à des géométries, mettons, au niveau intérieur des planètes ou au niveau atmosphérique autour de planètes, donc ce type de géométrie-là. Et j'ai étudié donc, mais pour ça, il fallait développer un code spectral, une nouvelle méthode de résolution des équations. À la maîtrise, j'avais fait de l'élément fini. Là, on était dans des méthodes d'une autre nature, là, des méthodes spectrales, et j'ai développé mon propre code spectral pour étudier cet écoulement-là. Là, c'est un code qui est dédié à un seul écoulement, contrairement aux éléments finis qu'on peut appliquer sur toutes sortes d'écoulements. Ça peut être l'écoulement autour d'un automobile, l'écoulement dans une tasse de café, ça peut être tout ça. Mais l'autre, le code que j'ai fait au doctorat, il ne servait qu'à résoudre les écoulements dans la géométrie sphérique. Fait que hyper spécialisé, mais hyper efficace, hyper précis. Et là, on appelait ça faire de la simulation numérique directe, le DNS en anglais, l'acronyme, qui signifie qu'on se trouve à faire de la physique essentiellement exacte. Je comprends. Même plus exacte que le laboratoire, parce que tu n'as même pas l'erreur de mesure, l'incertitude de mesure. Et là, ça permet de faire de la physique très fine. Puis dans une étude de stabilité, ben c'est ça, tu t'intéresses à des perturbations infinitésimales, comment elles vont se comporter, croître ou décroître et tout ça. Donc, ce type de précision-là est important pour ça. Aviez-vous réussi à converger à des résultats qui étaient à la hauteur de vos attentes pendant le projet doctoral? Oui.
Oui, je pense qu'on peut dire que j'ai découvert le mécanisme de transition dans cette géométrie-là. OK. Ça a l'air d'être une fierté. Je t'avoue qu'il y a eu des moments de doute importants. Parce que quand on est dans le fondamental, il y a des auditeurs qui sont peut-être moins habitués, mais on explore des questions que le terrain n'a jamais été ouvert, vraiment, puis il n'y a peut-être pas de débouché. Là, on peut aller vers quelque chose qui mène carrément à rien, là, puis on investit tout notre temps. Puis tu peux passer comme ça des mois d'incertitude, puis avoir toujours le doute, ça va-tu venir? Puis à un moment donné, oui, il y a eu un coup, une lumière qui s'est allumée, si tu veux. Là, puis c'est quoi pour le fun? Je vous ai enseigné de la fluide à vous deux, fait que peut-être que ça va vous rappeler quelque chose que je fais souvent allusion que je suis la particule de fluide, puis qu'elle s'en va par là parce qu'elle la regarde. Là, fait qu'elle a un visage, puis elle a un dos, ma particule de fluide. Le bonhomme sourire dans les notes de cours. Bon, ben voilà. C'est vrai. Mais au doctorat, ça m'a servi ça beaucoup, là, de vraiment plonger dans l'écoulement le long d'une ligne de courant, puis voyager dans l'écoulement, et là, de ressentir les forces de pression, puis la physique interne de l'écoulement. Puis c'est vraiment en faisant ce type d'expérience mentale-là, si tu veux, mais avec mes données de simulation que je pouvais visualiser, qu'on a réussi à découvrir le mécanisme d'instabilité. Si on parle un peu de la vie en dehors de l'école, le doctorat, ça a duré quoi, 4 ans? 4 ans et demi en Californie, oui. Est-ce que tu t'es trouvé des passions, un peu des préoccupations là-bas? Tu étais avec ta conjointe, justement, ta femme? Oui, heureusement, parce que justement, dans les périodes de doute, on travaillait quand même assez intensément là-bas, je t'avoue. Ma femme était toujours mon ancrage, si on veut, puis la personne aussi qui va te dire à un moment donné, samedi, on va à la plage. Donc, on retourne pas au lab, là, on va à la plage, puis on va s'amuser, fait que ça a été très, très important. Vous êtes quelqu'un d'actif aussi, est-ce que vous avez fait un peu de randonnée dans le coin? Oui, oui. En fait, c'est souvent par le biais des invités qui venaient nous voir. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus me voir, de la famille qui est venue me visiter là-bas pendant qu'on était en Californie. Fait que c'était toujours l'occasion d'aller faire une virée, une tournée, puis d'aller visiter les parcs nationaux et tout ça. Là. La Sierra Nevada en Californie, c'est fantastique. Il y a plusieurs parcs. C'est clairement il y a des ours aussi, par exemple. Mais clairement, pour faire de la recherche dans cet ordre de grandeur-là, ça prend des échappatoires. Puis, pour ceux peut-être qui l'ont moins vécu comme moi, j'ai pas vécu ça, mais j'ai été vraiment investi dans des projets. Puis, à un moment donné, on vient carrément dans un tunnel où est-ce que la seule chose qu'on peut voir, c'est que ça. Puis, on a l'impression que plus on travaille, plus on va y arriver. Mais à un moment donné, il faut appliquer les freins plus efficace, c'est ça. Exact. Faut que ça reste efficace. Donc, oui, c'est important. C'est bon d'avoir un ancrage, comme vous disiez. Puis, mais moi, mettons, une des questions que j'ai le plus, c'est quoi la différence entre la mécanique des fluides traditionnels et la mécanique des fluides numériques? Puis, en quoi de la mécanique des fluides numériques, ce serait avantageux par rapport à la traditionnelle? Ou c'est quoi le compromis? En fait, c'est la physique, c'est la mécanique des fluides, mais on peut l'étudier de différentes façons. Donc, les laboratoires, tu dis traditionnels, c'était en fait des laboratoires expérimentaux, tout simplement. Fait qu'on fait de la mesure, puis on fait de la visualisation, puis on peut faire avancer notre compréhension de la physique comme ça. C'est juste que le numérique, ça a amené cet aspect-là. On est capable de résoudre les équations avec la puissance informatique qui a augmenté tellement aussi durant ces années-là. On a accès maintenant à de la physique. C'est juste un outil pour faire la même chose, pour faire de la mécanique des fluides. Puis de ce que je comprends, dans le fond, admettons, on prend un certain espace, on y met, admettons, une voiture, puis on met une condition initiale, on dit, admettons, il y a un vent de 30 km/h en amont, on lui donne la température, puis il y a comme les trois, c'est la pression, température, vitesse, puis à partir de ça, on est capable de refaire un maillage, comme vous dites, fait que de mettre des points partout dans l'espace, puis de résoudre pour chaque point, à chaque instant de temps, qu'est-ce que la particule ressentait, chaque particule fine, au lieu qu'au expérimental. Oui, malgré que tu fais référence à des particules, là, puis ça s'appelle une approche lagrangienne. Okay. Ça existe, mais c'est pas traditionnellement ça. Là. La CFD, c'est plus une approche eulérienne. Fait que c'est dans l'espace physique qui contient ton fluide qui va s'écouler, que là, on divise ça en petits morceaux. Et sur chacun de ces petits morceaux-là, on applique nos équations de conservation. Conservation de masse, conservation de quantité de mouvement, la loi de Newton, et conservation d'énergie. Fait que chaque petit morceau doit respecter, évidemment, ces principes, ces équations-là. C'est pour ça, dans le fond, que ça devient lourd numériquement, parce que tout le monde dépend de tout le monde. Exactement. Donc, il faut qu'il résout pour optimiser que tout le monde, ça marche en même temps. Fait que ça fait que ça devient super lourd. OK. Je pense que ça, des fois,
on s'emballe un petit peu, puis Oui. on est tellement familier qu'on peut lancer des termes, puis on se dit, ça fait du sens dans nos têtes, mais puis- c'est bon des fois de revenir un Puis petit peu on à a dit tout base, à l'heure là. l'acronyme CFD, ce qui voulait dire Computational Fluid Dynamics, c'est vrai, mais à la blague aussi, on dit que ça Ouais. veut dire Colorful Fluid Dynamics. Parce qu'on veut, évidemment, qu'on peut créer de très belles images. de Color très for belles- Directors. Mais moi, j'aurais un changement de sujet. Vous êtes quelqu'un de très éduqué, puis on a vu que tu avais fait un stage en Europe pour les superordinateurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Puis je pense que tu avais participé au superordinateur qui était à l'Université Laval Oui, aussi. OK, oui, les super ordinateurs. En fait, durant mes études de doctorat aussi, j'ai fait une formation. On était dans le début des super ordinateurs, puis à l'époque, les super ordinateurs, c'était pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met beaucoup de processeurs ensemble, puis on réussit à les faire travailler en parallèle sur une même tâche. Et donc, ça demande beaucoup d'algorithmie puis beaucoup de choses, là, beaucoup de communication efficace entre les processeurs. Mais à l'époque, ce qu'on appelait superordinateur, c'était plutôt un nouveau concept de processeur qu'on appelait vectoriel. Puis, en calcul scientifique, ce qu'on fait souvent, c'est des multiplications de vecteurs qui peut contenir des milliers de composantes, ton vecteur, que tu multiplies avec un autre vecteur qui a des milliers C'est comme les de chips analogues pour l'intelligence artificielle un peu qu'ils font maintenant. Là. Je connais pas ça, Ah, ok, mais peut-être. Ouais, ça ressemble. Mais, Mais continuez sur votre idée. l'idée de curieux. vecteur, de processeur vectoriel, c'est que tu vas faire l'opération, au lieu d'aller chercher une valeur dans une composante de ton vecteur, puis fois l'autre composante du vecteur, tu vas le faire pour 1000 composantes en même temps. Puis ça va, au niveau des time clocks, là, du temps de la machine, là, ça va prendre le même temps que de l'avoir fait pour un seul, mais tu l'as fait pour 1000 en même temps. Ok. C'est ça qu'ils appellent des processeurs vectoriels. C'était ça à l'époque, les super ordinateurs, c'était des Cray. Cray XMP, Cray YMP, là, c'est les ordinateurs Cray. Si vous retournez dans les années là, 80, hein, je parle des années fin 80, c'était des ordinateurs, nos super ordinateurs. Fait que j'ai fait une formation en calcul haute performance, disons, sur ces super ordinateurs-là à San Diego durant mon Ok, c'était à doctorat San en Diego, Californie. ok. Oui. Ben, ça aussi, c'était un bel Ouais. été. C'était intéressant comme expérience parce qu'il y avait c'était des jeunes chercheurs d'un petit peu partout aux États-Unis qui se regroupaient puis on avait une formation. Fait qu'on était aussi quand même durant l'été et tout ça. Fait que c'était une belle expérience. Fait que c'était pour apprendre comment utiliser les superordinateurs, dans le fond? Oui, juste pour Ok. donner un exemple, moi, je suis Ouais. arrivé avec mon code spectral que j'avais commencé à développer à Caltech. Et là, j'amenais là pour essayer de l'optimiser sur le superordinateur Cray. J'ai eu un gain de performance d'à peu près, si je me souviens bien du chiffre, me semble 275 fois plus vite. Et c'est bon, Ok. ok, Fait que ouais. Ce qui m'aurait pris 275 jours à calculer, Ouais. là, je le calculais d'une journée. Une journée, ouais. Fait que ça a valu le détour, cette formation. C'est pour débugger ton code, ça Ouais. l'aide un peu. Fait Là. Quand tu oublies un point virgule, là, oups, j'ai une journée au lieu de Fait que 275. ça, j'ai fait de la formation à cette époque-là, mais tu as fait référence aussi à un autre. Ouais, à Grenoble, en Europe. À Grenoble, Ouais. c'était pas sur les super ordinateurs, c'était plus la turbulence. Ça. C'est Ok. durant une de mes sabbatiques. OK. On appelle ça sabbatique, mais en fait, ça s'appelle l'année d'études et de recherche. Fait que, justement, les profs en profitent pour se mettre à jour et étudier. Fait que durant une de mes premières sabbatiques, j'avais été à Grenoble. Il y avait une école d'été offerte par un groupe de chercheurs exceptionnels en mécanique des fluides, dont Philippe Spallard, un nom très connu là, dans le domaine de la turbulence, qui offrait une formation d'été dans un autre bel endroit, remarquez, là, c'était à Grenoble, là, puis on était dans le Vercors. Ça te donne le goût d'étudier les fluides. C'est comme les méthodes de résolution Sparrow-Almaraz. Exactement, Almaraz. Ouais. Tout à fait, tu as raison. Il y a un modèle de turbulence qui porte son nom. Almaraz, exact. Ouais. Puis est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré du monde, tu étais avec ta conjointe, fait que tu as comme un point de repère, mais tu as souvent été ailleurs qu'au Québec. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde dans ton parcours que tu as rencontré qui t'ont aidé, que c'est devenu des bons amis ou qui t'ont aidé à être groundé? Des puis- études supérieures, ça veut dire? Ouais, là? autant Ouais. études supérieures Ok, qu'au ouais. baccalauréat. Mais là, je parle plus d'études supérieures vu que tu étais hors Québec. Là. Est-ce que tu as rencontré du monde que c'est devenu des très bons amis, tu as encore contact? Ben, ça, si je remonte au bac à l'Université Laval, là, oui. Le groupe d'études, pour moi, c'était bien important. Là. Parmi mes bons souvenirs d'études, c'était j'allais dire nos roches d'études, là, mais il y a des fois que, veux pas, les examens arrivent. Les fins de que session, faut là. se décider on donne un coup dans une matière en particulier. Fait qu'on était 4, nous autres, là, puis on se regroupait. Pas juste pour faire les exercices, on se regroupait d'abord pour étudier la matière puis pour se questionner. Fait qu'on se challengeait entre nous autres, puis on se posait des questions.
Fait que ça a été très, très efficace. Puis évidemment, on travaille les exercices ensemble, fait qu'on ne reste pas bogué aussi longtemps quand on est à 4. Fait que le groupe de travail, le groupe d'études, là, c'était... et puis ces gars-là, on était les 4 ensemble durant les 4 ans. On est restés amis pour la vie depuis ce temps-là. Là. Aujourd'hui, je ne les appellerais pas mon groupe d'études. Je devrais peut-être sortir ça au prochain voyage de pêche. Mais mon groupe d'études. Mais c'est mes chums de pêche aussi que je pourrais qualifier, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. C'est des amis personnels très, 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 très proches. Diriez-vous, admettons, que vous avez appris à collaborer en équipe comme ça vous a aidé par après au LMFN, admettons, à avoir un certain esprit d'équipe. Puis on parlera du LMFN plus tard, expliquer c'est quoi, mais est-ce que vous sentez que cette philosophie-là que vous aviez dès le baccalauréat s'est transposée après aussi? Oui, je pense que tu as raison, effectivement. Moi, j'ai toujours aimé ça, là, travailler en équipe, puis participer, aider à former quelqu'un d'autre et tout. Donc, je pense que ça s'est retrouvé au LMFN dans mon laboratoire. Il y a un esprit communautaire puis collaboratif qui est très important. Ouais. Mais Jérémy en a parlé, je pense qu'on peut se lancer là-dessus. Sur LMFN, dans le fond, tu as fondé... Bien là, c'est un acronyme, ça, c'est pire que CED, ça, en fait. Nous autres, on est tellement habitués, on réfère au lab comme le LMFN, mais c'est 4 lettres, là. Donc, c'est le laboratoire de mécanique des fluides numériques. Fait que c'est un laboratoire de CFD, finalement. Mais c'est l'acronyme français. Fait qu'on l'appelle LMFN, puis là, on est rendu habitué, là, mais... Puis quand toi, tu avais fait tes stages en fluide, c'était quel? C'était un laboratoire de l'Université Laval? C'était le laboratoire de l'Université Laval, le laboratoire de mécanique des fluides tout court, qui était expérimental, des souffleries. Puis qui était LMF, pas de N encore. C'est ça, exact. LMF, qui existe encore. Il est en bas, au 0, ici au Pouliot, il y a le laboratoire de mécanique des fluides. Avec Sébastien Houd. Bien, ça, c'est là, du côté hydraulique, puis il y a du côté air de l'autre côté, les souffleries. Mais à l'époque, le laboratoire de mécanique des fluides n'était pas au Pouliot. Le département de génie mécanique était au Pouliot, mais le laboratoire était sous la piscine au PEPS. Il y avait une immense salle, mais vraiment dans le béton là, du PEPS, sous la piscine. Et c'est là que j'ai fait des stages d'été en recherche là, dans les souffleries là-bas. Là. Ouais, mais moi, une anecdote, j'ai appris qu'il y avait plein de laboratoires de recherche en dessous du stade de football, du PEP, puis c'est juste des laboratoires de recherche de la faculté de sciences et génie. C'est possible. Là, je les connais même pas aujourd'hui, mais on a déménagé le laboratoire de fluide là, il y a longtemps. Quand je suis revenu, moi, prof à l'Université Laval, après, c'était déjà tout regroupé ici au Pouliot. Là. Puis justement, d'où est venue fonder l'idée quand tu es revenu enseigner ici après? Ajouter le N. C'est parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Fait que, il fallait évidemment que j'aille un endroit physique pour pouvoir mettre des ordinateurs, des postes de travail, surtout mettre des étudiants. C'est le cœur d'un laboratoire, c'est la ressource humaine, hein, c'est les étudiants. Donc, ça prenait un endroit physique et c'est pour ça qu'on a fondé le laboratoire. Là, c'était nécessaire. Il fallait aussi, évidemment, trouver du financement. À l'époque, c'était... Moi, j'ai commencé comme prof ici en 1991, janvier 91. C'était avant l'époque des PC, là. Fait que les stations de travail, donc, il fallait trouver du financement pour acheter une station Sun ou HP à l'époque. C'était des stations qui coûtaient 30 000 et que tu connectais quelques terminaux sur l'ordinateur et tout ça. Fait que c'était gros, lourd. C'est un prestige d'avoir un ordinateur dans ce temps-là, dans le fond. Là, c'était un prestige. Puis si tu comparais les performances avec un PC d'aujourd'hui, c'est un Raspberry Pi, genre... Ça n'est gênant, mais c'est ça. En tout cas, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Là, ça va être encore gênant, ce qu'on a en ce moment, dans 30 ans. Peut-être, on asymptote peut-être un peu. Oui. Mais tu sais, clairement que... J'ose croire que ça va être meilleur. Moi, j'ai le défaut de faire du coq à l'âne, mais justement, ça a été quand le retour de dire « Ah, je retourne au Québec ». Est-ce que tu as enseigné direct à l'Université Laval? Dans mon parcours, j'ai peut-être omis de dire quelque chose, c'est vrai, qui était important, que j'aurais dû faire attention à ça. Non, un peu aussi une reconnaissance. J'ai eu la chance... Mon directeur de maîtrise, de recherche ici à l'Université Laval, Dean Nguyen, qui était aussi directeur du département, était peut-être bien connecté avec les hautes instances de l'Université Laval. Je ne sais pas exactement quelle ficelle il a tiré, mais il m'a déniché une embauche de prof à la maîtrise, si tu veux. Fait que l'Université Laval s'est trouvé à me payer pour aller faire mon doctorat en Californie. Cool. Fait que ça, c'était une grande chance, effectivement.
Fait que ça a facilité la chose pour nous. Puis moi, ma femme, parce qu'alors je l'avais épousée, ma blonde, ma femme a dû quitter son emploi pour me suivre là-bas. Là. Fait que ça compensait un peu les choses à ce niveau-là. Mais donc, c'était une embauche conditionnelle, un peu comme les contrats avec l'armée. Là. Okay, Ils te payent pendant tes études, mais il va falloir que tu promettes de faire autant d'années de service après. Fait que j'avais ce contrat-là, ce deal-là. Fait que moi, quand j'étudiais à Caltech, c'était clair que quand je finissais mon doc, je revenais à Québec, puis je faisais au moins 5 ans à l'université. Je ne savais pas sous quelle forme, dans le fond, que vous alliez travailler, mais c'était sûr qu'il y avait un 5 ans de... Je savais que je serais prof. OK, c'était prof. Ah oui, c'était prof. Oui. C'était préétabli que c'était prof. Oui, parce que dans les arguments que mon directeur avait dû utiliser, j'imagine, pour justifier ça, il y avait un prof qui était ciblé, qui allait prendre sa retraite durant les années que moi, je serais parti. Puis, donc, ça a été un pari gagnant pour eux. Je venais remplacer. En tout cas... ça fait un prof qui est resté plus que 30 ans. mais moi, ça m'enlevait un souci. J'avais pas besoin de chercher de job après mon doc non plus. Je savais que je revenais prof ici à Québec. Et je revenais chez nous. Puis moi, d'un certain côté, je revenais un peu payer ma dette aussi. Là. J'ai été très, très choyé dans mon parcours d'étudiant au niveau des bourses, au niveau de toutes sortes de choses. Et de l'Université Laval aussi. J'étais très reconnaissant. Fait que pour moi, c'était... je reviens payer un peu ma dette, puis je vais donner du temps à former des bons Québécois. Comme donner au suivant. Oui, un justement, peu. Parlant de bien former au LMFN, admettons, ça ressemble à quoi, justement, quand vous recrutez les étudiants? C'est quel genre de projet qu'ils peuvent entamer? Bien, les projets, c'est varié. C'est selon... ça s'inscrit toujours dans mon programme de recherche. Les professeurs, normalement, on a une subvention de base là, qui permet de subventionner les opérations du groupe de recherche, du laboratoire. Moi, ma subvention CRSNG qui fait ça, subvention à la découverte. Donc, c'est un programme de recherche qu'on planifie sur une base de 5 ans. Donc, à chaque 5 ans, on renouvelle ce programme-là, puis on redemande des sous, finalement. Fait que c'est des projets qui vont s'inscrire dans mon programme de recherche qui est planifié là, sur une base de 5 ans. Le recrutement des étudiants, bien, c'est dans les classes. On en repère des étudiants. Moi, j'aime bien en tout cas recruter des étudiants que je connais puis qu'on a pu avoir la chance de déjà commencer à préparer par les stages d'été. Donc, souvent, le recrutement au LMFN, ça passait par des stages d'été et ensuite... on essaie de garder les étudiants comme assistants de recherche durant les années scolaires jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent à la maîtrise ultimement. Fait que c'est le but du jeu un peu, puis c'est très efficace, ça fonctionne très bien, puis parmi les meilleurs succès qu'on a eus, c'était ce cheminement-là que les étudiants ont pris. Là. J'aimerais vraiment avoir justement votre opinion par rapport aux études graduées. Tu sais, on a parlé beaucoup avec Yves pendant le podcast. Même toutes les autres profs. Oui, puis toutes les autres profs. Puis tu sais, je pense que c'est souvent négligé par les étudiants, puis il y en a beaucoup qui s'entêtent à comme « c'est 2 ans de plus d'école », mais tu sais, pour vous, c'est comment est-ce que vous voyez ça, une maîtrise, puis c'est quoi la plus-value que ça peut apporter à un étudiant? Bien, il faut d'abord avoir le goût de poursuivre ta formation, de pousser un peu, mais peut-être aussi d'avoir le goût si tu envisages que c'est pas pour éventuellement considérer un doctorat puis que là, une carrière en recherche. Là, le doctorat, on parle vraiment de carrière en recherche, mais pour une maîtrise, ce serait de au moins espérer atteindre des postes de R&D des entreprises de technologie. Fait que ça, je pense que si tu souhaites aller de ce côté-là, avoir des postes plus... accès recherche. Oui, accès recherche, développement, donc, puis avoir un peu des défis à ta taille, bien, la maîtrise est tout à fait indiquée pour ça. Là. Parce que même selon vous, dans le fond, la boîte à outils est un peu trop limitée en sortant du baccalauréat. Tu sais, c'est rien pour enlever au bac, non, mais exact, ça prend quand même, tu sais, pour faire de l'innovation dans une compagnie, ça prend des connaissances assez exact. Surtout si on parle d'industrie technologique un peu, là, on parle d'aéronautique, par exemple, ou de turbine hydraulique. C'est des domaines que, oui, une formation un petit peu plus poussée, un petit peu plus pointue. Là. Puis tu as mentionné le financement style découverte. Oui. Est-ce que c'est parce que tes recherches sont plus... Tu vas dans plein de directions puis on essaie des trucs ou c'est vraiment de l'industriel qui vient te voir pour des problématiques? Non, justement, c'est une bonne question. Dans mon cas, moi, mon laboratoire est principalement financé par ma subvention CRSNG à la découverte. C'est le nom qu'on donne. Okay. C'est ça le nom? Okay. Oui, c'est ça. Oui. Ils ont rajouté découverte à un moment donné parce que les gens taquinaient, disaient « arrêtez de chercher », fait que subvention à la recherche. Arrêtez de chercher puis de découvrir. Ou trouver. Fait qu'ils l'ont appelé subvention à la découverte, mais bon, c'est une subvention de recherche. Mais ça permet de financer du travail fondamental. Fait que ça, c'est le CRSNG, c'est le gouvernement fédéral là, qui finance ça.
et on fait des demandes et quand elles sont acceptées, ça nous permet d'avoir une bonne liberté d'action. Et il n'y a pas de livrable à faire. Il y a juste des attentes de production scientifique et ça se mesure beaucoup dans le domaine scientifique, vous le savez peut-être, là, par de la publication scientifique, par des articles. Évidemment. Donc, ça sert à ça. Ce n'est pas donc du financement de recherche appliqué avec des partenaires privés, là. On en a fait au laboratoire au fil des ans, des projets avec des partenaires privés comme ça. Mais là, ça, c'est de plus courte durée. C'est un projet précis. Ce n'est pas un programme de recherche, c'est un projet. Et il y a un livrable au bout de la recherche. Donc là, les étudiants qui s'impliquent là-dedans au niveau gradué, leur maîtrise va servir éventuellement directement dans l'entreprise, là. Mm-hmm. Souvent, j'imagine qu'ils finissent carrément à continuer à travers l'entreprise. Ça arrive souvent, effectivement, que dans ces projets-là, ça fait un débouché d'emploi pour l'étudiant, oui. Puis, au LMFN, c'est quoi qu'on fait? Ça ressemble à quoi les projets? Tu sais, je sais que je l'ai mentionné tantôt, mais en même temps, plus concrètement, tu sais, il y a les ailes oscillantes, que c'est sûr qu'on voulait que vous en parliez, mais tu sais, si vous en avez peut-être 2-3 en tête rapidement. Ou une belle découverte. Mon programme de recherche, moi, s'intitule Énergie hydrolienne, les technologies et l'optimisation du déploiement en parc de ces technologies-là. Fait que donc, c'est deux facettes. C'est les études, on essaie d'améliorer les concepts de turbines, des turbines en eau libre. Quand on parle d'hydrolienne, c'est pour désigner des éoliennes, mais dans l'eau. Puis avec une éolienne, qu'est-ce qui différencie l'éolienne d'un autre type de turbine? C'est que c'est pas confiné. L'air, elle arrive, puis elle peut passer dans ton éolienne, mais elle peut la contourner, ton éolienne. Fait qu'on appelle ça une turbine en écoulement libre. Fait qu'on peut faire la même chose dans les cours d'eau, dans les rivières, ou dans les courants de marée aussi, à plus grande échelle. Et donc, c'est ce qu'on étudie des types de turbines. Et là, il y en a différents types. Il y a évidemment le même modèle que les éoliennes qu'on connaît, un axe horizontal, des pales qui tournent. Il peut y avoir aussi des axes verticaux avec des pales qui tournent autour, mais dont les pales tournent perpendiculairement à l'écoulement. Et nous, un troisième concept qu'on a mis de l'avant. Puis là, ça, on est pas mal instigateur de ce concept-là là, depuis les années peut-être. Ça fait quasiment 20 ans là, qu'on travaille sur ça. Sur les ailes oscillantes, les pales, turbines à pales oscillantes. Et là, c'est au lieu de prendre des pales qui tournent autour d'un axe de rotation, c'est des pales qui oscillent. Et ça donne accès à des forces aérodynamiques ou hydrodynamiques dans l'eau, là, des forces hydrodynamiques supérieures, étant donné qu'on bénéficie de cette instationnarité-là. Fait que je ne sais pas là, si vous vous souvenez de notions d'hydrodynamique ou d'aérodynamique, mais du décrochage. Là. Une aile qu'on met avec un trop gros angle d'attaque, ça peut décrocher, mais je peux peut-être l'amener à ce gros angle d'attaque-là, mais si je ne la laisse pas là longtemps, ça n'aura pas le temps de décrocher. Puis pendant que je suis à ce gros angle d'attaque-là, là, je l'ai, la grosse portance associée à ce gros angle-là. Fait que là, si on joue le tour comme ça à la physique, on ne lui laisse pas le temps de réagir, nous, on peut aller chercher instantanément des grandes forces. Puis, donc, il y a un potentiel là-dessus. L'autre avantage peut-être de ce concept-là, c'est qu'en eau, contrairement à l'air, par exemple, l'atmosphère est très, très haut, là, fait qu'on ne semble pas avoir de plafond qui nous limite, mais dans l'eau, il y a la surface de l'eau. Le cours d'eau a une profondeur. Tu ne peux pas mettre une turbine à axe horizontal avec des pales qui tournent, dont les pales sortiraient de la surface de l'eau. Là. Fait que tu es confiné par ta grosseur de turbine et l'air frontal de la turbine, c'est beaucoup relié à la puissance que tu vas extirper. Fait que, si la turbine à pale oscillante, c'est des pales qui vont osciller, puis on peut l'allonger à travers le cours d'eau sur l'envergure, tout en ayant une épaisseur qui est relativement faible. Ça se pourrait-tu, les ailes oscillantes, version géant dans l'air, un peu comme à titre d'une éolienne? Ça pourrait... Dans l'air, c'est moins favorable, par exemple. À cause de la viscosité sur l'aile, ou ça serait quoi? Non, à cause de la vitesse du vent. Dans l'air, les écoulements de vent, qui sont intéressants à aller chercher de l'énergie, c'est quand même des grandes vitesses, là, en mètres par seconde ou en kilomètres-heure, là, mais en mètres par seconde, c'est des grandes vitesses. Et cette technologie-là, elle est instationnaire, donc ça oscille, il y a une fréquence d'oscillation. Il faudrait que ça oscille trop vite dans l'air pour être efficace par rapport à l'écoulement d'eau. Un écoulement d'eau là, de 2 mètres par seconde, qu'on retrouve assez facilement dans une rivière, là, la densité énergétique, à cause de la densité de l'eau par rapport à l'air, on a une grande quantité, ça équivaut à un super vent, quasiment de tempête, là, c'est à peine si tu ferais marcher ton éolienne dans ce vent-là. Donc, il y a une grande densité énergétique dans l'eau.
Et comme elle coule moins vite, la fréquence de débattement des pales pourrait être plus basse aussi et plus raisonnable. Donc, non, je pense que l'utilisation des pales océanes, c'est pour des hydroliennes, pas pour des éoliennes. Puis je sais, mettons que, tu sais, moi, j'ai de la misère à raisonner comme vraiment en fondamental, là, mais sur une question plus fondamentale, pourquoi, mettons, on parlait d'écoulement fermé ou d'écoulement ouvert? Oui. Pourquoi on ne mettrait pas juste un barrage dans la rivière, puis qu'à la place, on commence à regarder des alternatives comme les hydroliennes, justement, les écoulements qui sont ouverts? Bien, t'as pas tort, c'est pas une mauvaise idée, puis on le fait avec l'hydraulique, là. L'hydroélectricité qu'on produit, qu'on consomme, l'électricité, ça vient de barrages hydroélectriques, et c'est ce qu'on a fait. Donc, d'harnacher, faire une tête d'eau, finalement, puis forcer l'eau à passer dans une canalisation, de la turbiner, et c'est très efficace. Fait que ça, c'est comme imbattable. Le prix à payer, évidemment, c'est la perturbation environnementale que tu as faite. Là. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que ça pourrait être pas mal plus intéressant. Là. Ou est-ce que ce serait plus passif comme processus? C'est moins d'impact environnemental des hydroliennes. Évidemment, donc, on ne parle pas non plus d'en mettre partout là, dans les cours d'eau. Fait que c'est une énergie alternative. C'est pour faire en sorte qu'on ait des sources variées d'énergie. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est pas pour remplacer les barrages d'eau électrique, c'est clair qu'on... On parle de quel type de rivière? Admettons, on parle-tu d'un ruisseau proche d'une rue? Ça pourrait-tu à la limite être dans des aqueducs, admettons? Ou est-ce que, Non, il faut quand même avoir une épaisseur d'eau puis une bonne vitesse pour que ça en vaille la peine. Mais ça pourrait facilement être bien des rivières dans le bois où est-ce que tu pourrais alimenter créer assez d'énergie pour recharger des batteries, par exemple, dans une pourvoirie ou des choses comme ça. Là. Puis je suis peut-être trop... Je sais pas comment ça, Bucky, mais je pense tout le temps tellement des défis niaiseux, mais mettons les algues, c'est ce genre de trucs des fois que vous prenez en compte ou bien on est encore au point où est-ce qu'on regarde vraiment, théoriquement, y a-t-il une efficacité, puis y a-t-il quelque chose, y a-t-il un livrable qui est intéressant? Nous, notre job à nous, si tu veux, dans le laboratoire, c'est plutôt au niveau de l'hydrodynamique et d'optimiser les performances. Mais tu as raison que quand on va commencer à en déployer, puis il va falloir se questionner sur des choses comme ça, sur le frasile aussi, donc le givre qui pourrait poser des problématiques en hiver. Donc, plein de considérations. C'est une étape à la fois. Comme vous dites, vous êtes vraiment en amont, puis on regarde en premier, est-ce que c'est possible? Puis après ça, les petits défis techniques, il y aura des solutions pour ça plus tard. Exact. Puis ce sera d'autres qui aborderont ça. Nous, ce qu'on fait comme recherche, là, tout ce qu'on travaille, on le publie. C'est du domaine public et go, partez avec la balle là-dessus, les ingénieurs qui veulent poursuivre l'implémentation et tout ça. Là. Mais nous, on est en amont de tout ça, disons, dans la chaîne de création. Là. Une philosophie vraiment axée sur la physique plus que sur le déploiement. Oui. Ça, c'est une super belle découverte. Là. Félicitations pour ça. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres découvertes ou des recherches farfelues que tu aurais fait durant ton parcours de recherche? Ou vous êtes allé dans une direction puis vous avez vu que non, il ne faut pas aller dans cette direction-là? Ou... Farfelu, c'est peut-être pas le bon mot, mais des domaines d'application hétéroclites ou... improbables, on va dire. Improbables, oui, c'est ça, exactement. Bon mot, ça, c'est arrivé, oui, c'est arrivé. Puis ça, c'est des projets qui nous venaient souvent par... des entreprises là, qui venaient nous voir avec une problématique puis nous soumettaient leurs problématiques. C'est public, admettons? Puis, il y a des choses que peut-être, je peux en dire un peu, mais on a travaillé, par exemple, sur des bains tourbillons. Okay. Ça, on s'est intéressé aux bains tourbillons à l'époque. La traite des vaches aussi. Oui. Puis c'est un écoulement qui est intéressant, la traite des vaches. C'est cool. Quand tu n'es jamais rentré dans l'étable, tu vois, c'est un écoulement qui est par... laminaire? Ils appellent ça par slug. C'est parce que, oui, c'est ça, il y a un vacuum qui est fait sur la ligne centrale, puis là, c'est la traite automatique. Hein, tu viens mettre ça sur les vaches et ça tire le lait. Mais dans la montée du lait, ça monte par coup, là. Puis c'est une entreprise qui avait développé un échantillonneur à lait. Qui voulait vendre aux agriculteurs pour pouvoir tester la qualité là, au niveau chimique, si vous voulez, la qualité, la constitution du lait qui avait été trait. Mais là, l'entrepreneur était venu nous voir pour dire « Mon petit échantillonneur, ça marche bien, mais j'aimerais ça qu'en plus d'échantillonner, ils me disent exactement ce que la quantité de lait totale que la vache a donné. » Là, on dit « Oh! » Surtout que c'est un échantillonneur qui prenait une petite quantité de lait par des slugs qui passaient comme ça par à-coup. Là, il y avait un défi. Fait que c'était intéressant, mais c'était le fun aussi de découvrir. Moi, j'avais jamais été dans une étable, là, puis de voir ça, tout le système de traite et tout. Là, fait que c'était intéressant.
On a travaillé aussi sur des trains de bulles. Ça, c'est un projet on a fait une belle contribution. Je veux être prudent dans ce que je dis, là, parce que sinon, il y aura des bips au montage. C'est ça qu'on préfère pas les mettre, mais il y a moyen de couper. C'était dans des applications où il y avait des tubes capillaires. Ça, c'est des petits tubes de caoutchouc très petits de diamètre interne, là, dans lesquels il y avait le besoin de nettoyer l'intérieur du tube. Et c'est dans le domaine médical, pour clarifier peut-être, là. Et les gens qui faisaient ça normalement, c'était en éjectant finalement avec une seringue un liquide nettoyant dans ça. Fait que ça impliquait que... et là, ce qu'il faut comprendre, c'est dans un tout petit tube, il y a des effets de capillarité, des effets de tension de surface qui fait que le liquide a tendance à se former en gouttelettes, en petites gouttelettes, plutôt que de rester remplir le tuyau tout le temps puis de rester plein. Donc, il se forme en gouttelettes. Puis là, quand tu as des bulles comme ça de liquide, bien, chaque bulle se tient agrippée à la paroi du tuyau par effet capillaire. Fait que là, tu rajoutes, pour pousser ça, il faut que tu pousses cette traction capillaire-là, la tension de surface qu'on appelle. Et là, c'est comme pousser un train de c'est plus les mêmes forces en jeu pantoute. En tout cas, les autres travaillaient comme ça, puis là, la stérilisation de ces affaires-là, ils allaient avec une procédure. Quand on a mis à étudier ça un peu, on a pensé, en tout cas, on a eu le flash à un moment donné, que ce serait bien mieux plutôt que de pousser le train, de l'aspirer, de te tirer. Fait que là, tu tires un wagon à la fois, finalement. Si tu essaies de pousser, il va falloir que tu pousses les 10 000 wagons qui sont attachés un derrière l'autre, il faut que je les pousse les 10 000. Ça se peut que ça soit difficile. Tandis que si je suctionne, je vais prendre le premier wagon, puis lui, je vais le sortir. Lui, je vais le sortir un après l'autre, après l'autre. Fait que ça, c'était un bon breakthrough, puis on a pu leur proposer une modification assez fondamentale à leur façon de procéder pour régler le problème. C'est assez incroyable. Puis moi, j'ai été tellement piqué par le bain tourbillon. C'est quoi la science derrière? Tu sais, des fois, on se dit, mettons, c'est assez évident le but, mettons, pour ça, tirer, mais là, pour le bain tourbillon, c'est quoi? C'est c'était les circuits d'écoulement, mais c'était aussi le confort, l'agitation, l'air dans l'eau. OK, parce que dans le fond, il a fallu découvrir aussi c'est quoi qui fait qu'un bain tourbillon est confortable. Il a fallu aller s'asseoir, prendre des mesures expérimentales. Oui, mais ça, je pense que l'entreprise le savait déjà pas mal. Ils ont fait leur recherche. Puis sinon, une des choses qui me faisait penser, c'est est-ce que des fois, vous marchez, puis vous avez des idées, admettons, vous dites, hey, ça, là, me semble, j'aimerais ça approfondir ça. Clairement, qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Tu sais, des fois, on marche, on a comme des genres de petites illuminations. La réflexion du bonhomme sourire. Oui, exact. Est-ce qu'il y en a des choses, des fois, qui vous arrivent, vous dites, si j'avais du temps, le maudit que j'essaierais d'étudier ça? Ben oui, sans doute que ça m'arrive de temps en temps d'avoir le goût. Puis moi, souvent relié à la mécanique des fluides, évidemment. On voit toutes sortes de phénomènes fluides. Là. Y en a-t-il, mettons, des exemples que vous avez, que vous vous rappelez de même, s'il n'y en a pas, il n'y a pas vraiment de problème? Non, mais pas de recherche, mais d'expérience vécue d'aérodynamique. Je pense, entre autres, au patin. J'aime bien faire du patin à roue alignée l'été. Et de sortie en patin à roue alignée avec le vent d'eau parfaitement à ma vitesse, et puis que là, tu t'en vas en patin, puis comme tu étais dans le vide, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de freinage, rien. Puis là, tu as des feelings comme ça, puis là, tu dis, j'aimerais ça que tous mes étudiants de fluide vivent ça en même temps pour vraiment le réaliser, c'est quoi les forces, les forces aérodynamiques. Fait que ça, des choses comme ça, peut-être, OK. Puis sinon, moi, il y avait une autre chose qui m'a popé. Pendant que vous parliez, là, il y a plein de choses qui me venaient en tête. Je serais curieux que vous faisiez un petit portfolio, admettons, des professeurs qui à l'université qui sont en fluide. Tu sais, on pense à M. Yvan Massiel aussi, M. Sébastien Houd. Ouais. Tu sais, je sais que M. Massiel, il a travaillé dans des valves aortiques. Tu sais, ça, si on dressait c'est large. C'est ça, si on dressait un portrait un peu plus global, ça ressemblerait à quoi? Tu veux dire des professeurs et des projets de recherche, admettons les gros, là, il y a la turbine aussi dans le sous-sol, je vais faire dresser un petit portrait des fluides à l'Université Laval, ça ressemble à quoi? Bien, c'est ça, oui, il y a le laboratoire de machines hydrauliques là, qui a changé de nom, c'est EKI maintenant que ça s'appelle, qui est très important, qui a un banc d'essai sur les turbines hydrauliques qui font du gros travail et de simulation numérique et d'expérimental. Il y a des travaux qui se font dans les souffleries aussi, au niveau expérimental. Yvan Massiel collabore, entre autres, dans le laboratoire de machines hydrauliques aussi. Et son créneau principal à Yvan, c'est les écoulements de couches limites
en présence de gradients de pression adverses. Là. Fait que là, il y a des collaborateurs aussi étrangers. Ils en font par simulation numérique aussi et par expérimental. Mathieu Olivier, qui est un autre prof de fluide, qui est associé au LMFN aussi, un ancien étudiant du LMFN aussi. Là, on est bien fiers de ça. On a quelques profs d'ailleurs qui ont été formés au LMFN. Sébastien Houd du LAMH a aussi fait sa maîtrise au LMFN. Est-ce que ça aide, vu que les fluides, c'est un grand domaine, il y a l'air et l'eau qui sont les principales fluides, mais d'avoir plusieurs professeurs spécialisés dans certaines choses, puis vous pouvez vous conseiller comme ça? Oui, il y a eu des collaborations qui se font, effectivement. Mais on n'est pas si nombreux que ça en fluide. Okay. Ce n'est pas du tout exceptionnel qu'un département de génie mécanique ait quelques profs en fluide, thermofluide, puis donc aussi avec spécialité dans l'eau ou dans l'air. Là. Les installations expérimentales, puis les instrumentations sont assez différentes dans les deux fluides. Nous, en simulation numérique, c'est complètement transparent, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Nous, en autant que le nombre de Reynolds est le même, on sait qu'on est en similitude, c'est bon. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Puis d'avoir fondé le laboratoire, est-ce que c'est dès que tu as eu ton contrat ici, tu t'es dit je vais partir un laboratoire pour ça, ou ça a été plusieurs années après? Non, ça a été assez rapide. Comme je disais, il fallait un endroit physique pour installer les ordinateurs que j'allais acheter. Dès que je suis arrivé, là, il y avait une subvention qui venait avec l'embauche, subvention de démarrage qu'on appelle, qu'on donne aux nouveaux professeurs pour partir leur courbe de recherche, partir leur laboratoire. Fait que moi, j'avais des ordinateurs achetés, puis j'avais 2 étudiants là, que rapidement j'ai pu recruter. Que là, pas par le cheminement de recrutement que j'ai décrit tout à l'heure, mais qui étaient déjà là comme en attente d'un prof, puis je suis arrivé au bon moment, là. C'était bien. Fait qu'ils ils se sont joints à moi. Fait que je suis parti avec 2 étudiants gradués, puis donc il me fallait un endroit physique et rapidement on a eu besoin de ça. Puis est-ce qu'il y a une qualité que les étudiants en fluide ont besoin? Est-ce qu'il y a une qualité que vous cherchez quand vous recrutez des étudiants, que ce soit l'autonomie ou comme c'est quand même un complexe? Là, oui, tu as raison. C'est quand même une des sciences du génie mécanique qui est très non linéaire, qui a de la science, disons, là-dedans. Là. Fait qu'il faut vraiment aimer l'aspect science du génie mécanique. Fait que souvent, on recherche des étudiants qui ont plus d'aisance, ou en tout cas qui ne sont pas rebutés par la mathématique, par la théorie là, à ce niveau-là. Là. Fait que, oui. Fait que souvent, ça se traduit par des bons dossiers académiques. Fait que, oui, j'avoue que j'ai tendance à recruter des étudiants à excellents dossiers académiques. Je disais ça pour qu'il n'y ait jamais des étudiants qui sont intéressés à... Oui, on est toujours intéressé à recruter de bons étudiants, ça c'est sûr. Là. Puis... Y avait-tu une question qui t'intéressait, que tu veux qu'on se relance on a pas mal... Nous, on a fait pas mal de recherches, puis on a pas mal parlé beaucoup. Il y avait les... Moi, je voulais le poser, mais je savais pas à quel point tu étais à l'aise. Les grands défauts des ingénieurs qui sortent du bac. Je sais pas si c'était une bonne question ou... Ouais. C'est plus un peu péjoratif, je trouve. Oui, un peu. Puis ça sera un peu en lien avec ce que je viens de dire, les forces qu'on recherche chez nos étudiants au LMFN. Ça serait un peu ça que je reproche à certains étudiants qui finissent le bac. Une certaine malaisance avec la mathématique et l'aspect théorique. Et de penser, ça m'agace un peu ça à l'occasion de constater des étudiants qui ont de l'air à ne pas être conscients que derrière toute notre technologie, notre monde, notre réalité très concrète, il y a de la science qui peut être assez fondamentale, puis il y a de la mathématique. Puis là, pour la manier, cette science-là, puis l'amener à nos applications, ça passe nécessairement par de la mathématique et tout ça. Fait que, des fois, j'ai comme peur un peu qu'on s'en éloigne un peu, puis qu'on oublie des... je pense à moi, dans mon domaine, là, évidemment, de l'aérodynamique, je pense à des contributeurs du 20e siècle, là, des Ludwig Prandtl, des von Karman, qui ont fait des grandes contributions et que pour bien les apprécier, ces contributions-là, il faut de la mathématique minimalement. Là. C'est pas... faut pas se le cacher. Puis moi, j'ai fait le cours de CFD avec Sébastien et Mathieu, puis on parlait beaucoup qu'on approximait les solutions. Est-ce que tu penses qu'un jour, comme la turbulence, on va avoir la réponse à ça? C'est une grosse question, la turbulence. C'est considéré comme encore un grand défi, le dernier défi de la physique classique qui est ouverte encore. Est-ce que tu sais c'est quoi la difficulté qui est le dernier puzzle, le morceau du casse-tête manquant? Non, c'est pas une difficulté. C'est le fait que c'est non linéaire, c'est chaotique aussi, les systèmes fluides.
Et on était peut-être utopique à une époque de penser qu'on pourrait avoir... Il n'y a pas une réponse unique à la turbulence parce qu'il n'y a pas une question unique non plus à la turbulence. Puis la turbulence, elle est pas universelle autant qu'on l'aurait souhaité. Dans nos premières théories de turbulence, on idéalisait un peu la turbulence comme étant, dans tous les écoulements, la turbulence va être caractérisée de la même façon. Et on s'aperçoit que dans nos applications, on n'est pas dans cette turbulence-là, disons, idéalisée, théorique. Là. On est dans une turbulence qui se souvient de ses origines. Puis ça se souvient d'où elle vient, cette turbulence-là. Elle ne sera pas la même derrière ton automobile que autour de ta raquette de tennis. Donc, on était un peu utopique peut-être en pensant qu'il y aurait comme une réponse à la turbulence. Est-ce que c'est comme presque impossible reproduire de la turbulence, comme avoir une expérimentation, d'avoir tous nos points de turbulence, puis les tourbillons, mais est-ce qu'ils peuvent se reproduire les mêmes tourbillons ou c'est vraiment tout le temps le désordre puis aléatoire? C'est une excellente question. C'est au niveau statistique, tu vas reproduire la même chose. Oui. Fait qu'au niveau du frottement, mettons, sur ta plaque, tu vas reproduire la même chose. Mais au niveau instantané, si tu étais capable de photographier le champ physique, c'est ça, instantané à chaque fois, ça, tu seras pas capable de le reproduire à chaque instant. Particule pour particule, un instant T, c'est impossible de revoir la même photographie. Exactement. OK, fait que statistiquement, en moyenne, la plupart des particules vont se comporter de la même manière, mais avoir une photo exacte, c'est un événement qui est carrément impossible. Donc, la statistique des choses, on est capable de reproduire puis d'avoir des bonnes prédictions. C'est pour ça qu'on dit, comme la conclusion, c'est tout le temps approximatif, vu qu'il y a tout le temps les petits morceaux qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Bien, approximatif, là, tu fais peut-être référence, tu parlais du cours de CFD, donc un cours qu'on essaie de modéliser l'effet de la turbulence. Puis c'est d'ailleurs dans ce sens statistique qu'on dit qu'on va modéliser l'effet de la turbulence. C'est pas de reproduire la turbulence dans son instantané et local. Là. Donc, on la modélise. Fait que, oui, évidemment, dans tout modèle, il y a une part d'incertitude ou de... va falloir respecter la validité du modèle, sa plage d'applicabilité du modèle et tout ça. Fait que là, ça, on a des problématiques en CFD avec ça. Là. Petite question fondamentale, moi, que j'ai encore. J'ai lu un livre cet été, c'était de monsieur... j'ai un blanc de mémoire. C'est Walter Isaac, le professeur au MIT qui fait toujours des démonstrations un peu farfelues. Là. Puis quand je lisais son livre, il parlait du lift. Puis vous avez parlé de problèmes non résolus, puis il parlait justement de... on ne sait pas encore vraiment le lift s'il vient du gradient de pression, dépendamment de l'approche newtonienne ou lagrangienne, je pense. Ouais. Puis que le lift peut, admettons, si on prend notre main puis on la sort d'une fenêtre, c'est plus, puis qu'on la met à une inclinaison, c'est plus la force d'action-réaction qui va la pousser. Mais quand on prend un profil d'aile, c'est plus l'écoulement de l'air qui va s'accélérer puis qui va dépressuriser. Est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que j'ai bien interprété ça ou est-ce que c'est vraiment oui, ce que tu me décris est intéressant et tout, mais moi, j'aurais tendance à dire que non, on maîtrise bien toute cette physique-là, puis que tu décrives l'origine d'une force de portance. C'est la distribution de pression autour du corps qui va fondamentalement gouverner ta portance, puis cette distribution de pression-là va dépendre de différentes choses. Mais je pense que ça c'est assez bien maîtrisé. Moi, j'enseigne l'aérodynamique. J'en doute pas, c'est pour ça que je ne vous ai pas vu dans le cours d'aérodynamique, mais je pense qu'on règle la question dans le cours d'aérodynamique. Dans le cours d'aérodynamique, c'est là que ça serait plus... Puis je ne serais pas d'accord à dire que c'est une question ouverte. Là, j'ai lu ça dans un livre. Mais tu as raison, j'ai souvent vu ça aussi que... Il y a des fausses croyances, disons, à propos de la portance. Il y a des gens qui disent, par exemple, que oui, le dessus de l'aile, on le met courbe pour que ça soit plus long à parcourir. Fait que la particule, il va falloir qu'elle aille plus vite sur le dessus qu'en dessous. Et puis, le fait qu'elle va plus vite, là, on passe à Bernoulli. Si ça va plus vite, la pression est plus faible. Mais ça, d'associer ça à une espèce de course entre deux particules qui partent au bord d'attaque puis qui se disent « OK, chum, on s'en rejoint à l'autre bout. » Et puis que là, il va falloir que tu ailles plus vite pour qu'on s'arrive en même temps, mais c'est pas vrai, ça. Encore dans l'approche de la particule. C'est le fun de voir vraiment, de l'imaginer en étant, je suis particule A, je suis particule B... Et les cas, je faisais ça, mettre un personnage dessus quasiment. Moi, c'est ça que j'avais aimé de votre cours de flux, justement, comme l'exemple du chalet là, que vous dites... On a parlé de tirer ou pousser. Oui. Vous avez mis la pompe en bas, puis là, vous tirez l'eau de la rivière ou du lac pour aller dans le chalet. On prend notre eau au lac, puis on la pousse vers le chalet. Ça aidait vraiment à comprendre vraiment plus concrètement les trucs.
Puis là, je pense que le monde, s'ils écoutent le podcast, ils vont tous avoir 100% à ton cours en musical et technique. Fait qu'on va tomber un peu plus dans nos deux dernières questions plus relax. Un des plus beaux souvenirs à l'université serait quoi? Est-ce que les tailgates, les événements, les voyages entre amis? Il n'y avait pas encore de foot, Phil. M'a donné 2 exemples peut-être de souvenirs quand tu me poses la question, est assez large, le bon souvenir à l'université. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est évidemment du temps de mes études de bac avec mon groupe d'études. Là. Mais j'avais ce groupe d'études-là qui m'a accompagné. C'est devenu des amis pour la vie, mes chums de pêche aujourd'hui et tout. Donc, ça fait partie des bons souvenirs universitaires, je dirais. Sinon, un souvenir plus récent, c'est pas universitaire, mais disons de recherche. On avait été testé dans les turbines à aile oscillante. On y a fait allusion aux turbines à aile oscillante. À un moment donné, on a développé un concept de ces turbines-là qui était, on les appelle complètement passives. Fait qu'au lieu de contrôler les mouvements de la pale, on laisse aller ça et on fait juste tenir la pale de façon élastique dans ces 2 degrés de liberté. C'était un concept qui était très audacieux et on l'a analysé juste par CFD. Un étudiant a fait une maîtrise là-dessus, a prédit que ça fonctionnerait, que ça pouvait fonctionner. Et un autre étudiant qui a suivi a fait le prototype basé sur les simulations numériques du précédent. Et on est allé tester ça. Comme on n'a pas de canal à eau ici à l'université, il y a le banc d'essai là, pour les turbines hydrauliques, mais ce n'est pas un canal à surface libre. Ce n'est pas un canal à eau. Donc, on est allé chez des collaborateurs et je connaissais un collaborateur à l'université de Victoria, en Colombie-Britannique. Tant qu'à aller loin, on aime ça aller dans des belles places. Hein? Ah, exact. C'est un bon argument de vente, par contre, pour attirer les étudiants, là, parler de ça, Californie. Mais cet événement-là, donc on avait conçu le prototype ici, à l'Université Laval. Marc-André Plaude-Campagna avait participé avec Mathieu Boudreau là, sur ce design-là. On part avec notre prototype ici, on installe ça dans le canal là-bas. Puis le moment le premier essai qu'on a fait, puis qu'on a enlevé la petite goupille qui retenait la pale dans l'eau, on l'enlève, puis boum, elle se met à faire le mouvement exactement ce qu'on escomptait, puis ce qu'on voulait. Fait que ça, ce moment-là, ça avait été... on s'était regardé, moi j'étais avec Mathieu, l'étudiant, là, puis on s'est regardé, puis on a dit « tabarouette, ça marche! » Ça fait que c'est un beau moment, ça. Ouais. Ah, c'est incroyable. Puis sinon, il y a vraiment... un des sujets qu'on n'a pas abordé, là, c'était le ski de fond. Parce qu'on sait que vous êtes un grand adepte de ski de fond. Puis c'est des facettes qu'on aime quand même parler au podcast, parce que ça humanise les gens, puis ça montre, tu sais, qu'il faut avoir un équilibre dans la vie. Puis je serais curieux de savoir, c'est quoi votre opinion, pas votre opinion, mais comment vous percevez ça? Oui. Ben, d'abord, je ne suis pas un athlète là, du tout. Je suis le père peut-être d'un athlète. Oui, ça, je peux confirmer que oui. Alexis, mon garçon, a été dans le ski de fond d'élite, là, de très haut niveau. Mais en fait, je me suis initié, moi, au ski de fond avec les enfants. Moi, j'ai 3 garçons. Et on a commencé le ski de fond en famille. On avait appris qu'il y avait un club de ski de fond qui initiait les jeunes au ski de fond. Moi, je n'avais jamais fait. J'avais fait du alpin, moi, dans ma jeunesse, ouais. Puis là, on a amené les enfants, les 3 garçons, à ce club-là. Et là, on a pris la piqûre du ski de fond, toute la famille ensemble. Et là, bon, je parlais d'Alexis. Alexis est devenu champion canadien. Alexis avait 3 ans à ce moment-là. Ah, c'est incroyable. Puis, fait que là, on a évolué avec le ski de fond. Moi, j'ai découvert un amour pour ça. Puis, un amour de l'hiver aussi. Le ski de fond, ce qui est la beauté, c'est qu'il fasse froid ou pas. En ski de fond, tu vas toujours être correct. C'est vrai. Puis c'est carrément vrai. Tu te ramasses dans le bois un peu à l'abri du vent et tout. Donc, c'est merveilleux pour ça. Tu tombes, tu deviens que tu adores l'hiver. Moi, je m'ennuie de l'hiver quand... Cette année, vous étiez déçus, dans le fond. Oui, cette année, c'était dur. Grande déception. C'était dur un peu, oui, effectivement. Mais donc, oui, j'aime le sport, j'aime m'entraîner pour aussi garder une certaine vigueur. Veux pas, prof, on se présente en classe devant une centaine d'étudiants de jeunes, fringants et tout. Jeune tannant. J'ai toujours eu un peu ce souci-là d'être capable
de relever ce défi-là, d'être assez actif, assez dynamique Divertissant. devant la classe pour... Fait que mon niveau d'énergie, puis tout ça, je pense que ça, le sport, je le voyais un peu comme ça aussi. Là. Je peux témoigner à ce niveau-là. Honnêtement, M. Dumas, il faut le voir, il est tellement... C'est sa gestuelle, il rentre là-dedans, là, il est vraiment... Il est dans son cours, il réincarne les flûtes. C'est vraiment... C'est un impossible d'être cours... endormi. Non, exact. C'est un cours qui est vraiment super intéressant. Puis même ceux qui ne perçoivent pas des carrières en fluide après sont marqués puis se rappellent quand même des concepts justement par... Je trouve que c'est des détails comme ça, de prendre le temps de faire des gestuels puis de vraiment s'investir dans le cours. Là. Fait que ça, c'est vraiment chapeau à vous, honnêtement. Ben, merci beaucoup, mais je pense que le sport s'inscrit un peu dans ça, je pense. J'avoue que je le fais un peu pour ça aussi, dire garder un peu la shape, là, puis un peu l'énergie. Le sport, est-ce que c'est pour décrocher ou pour aider à réfléchir comme plus clairement? C'est bon, c'est Ben, ça. C'est bien. Oui, bien certainement pour relaxer un peu, changer les idées et tout ça, mais aussi pour ça, pour maintenir un niveau de vitalité qui peut ensuite traverser dans les salles de classe, en fait. Là. Fait que pour vous, dans les CV, quand il y a des applicants, quand vous voyez des sports, pour vous, clairement, que vous voyez quelque chose de plus, peut-être que, je ne veux pas dire que d'autres professeurs ne verraient pas, mais vous voyez la plus-value qui est associée à ça. Là. Oui, bien c'est vrai. Puis c'est historiquement, dans le laboratoire, on a eu souvent des bons athlètes, disons. Ouais. Il faut avoir un CV rempli pour rentrer. faut t'arriver avec tes médailles. Oui, exact. Bon, ça peut mener à ta réponse pour la dernière question. Oui, effectivement, là, on étire sur le temps un peu. On a vraiment, vraiment aimé l'entrevue, mais il y a toujours une dernière question que je réserve pour nos professeurs ou invités. C'est le meilleur conseil pour les étudiants actuels. Si vous en aviez un, que vous disiez, admettons, il y a un étudiant qui rentre, vous avez 30 secondes avec, qu'est-ce que vous lui diriez? Bien, écoute, c'est un conseil sur le plan académique, je dirais. Tu rentres en génie mécanique, tu vas t'apercevoir quand même qu'il y a des bons défis. C'est pas... il y a du stock, beaucoup de cours, puis beaucoup de concepts à assimiler. Fait que moi, je conseillerais fortement de te monter un groupe d'études. Trouve-toi des copains, des copines, des amis avec lesquels tu vas travailler. Puis là, je ne parle pas d'une équipe de projet là, pour réaliser une voiture, pour réaliser un avion. Je te parle d'un groupe d'études avec qui tu vas passer à travers la matière, la théorie, là, faire des exercices, puis te challenger dans la théorie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai passé à travers mon bac, puis ça a été tellement agréable et formateur. C'est ce que je recommanderais aujourd'hui, puis que je perçois que ça existe moins aujourd'hui. Je me trompe peut-être, là, mais... Non, mais je pense que vous avez raison. Les étudiants semblent un petit peu plus individualistes dans l'étude. Par contre, ils participent beaucoup à des travaux d'équipe, à des projets d'équipe, mais au niveau de l'étude, groupe de travail, moi, je le recommanderais. Ce serait mais mon comme conseil. nous, si on peut mettre la perspective pour nous, on a les 2 années de COVID, puis moi et Jérémy, on s'est rencontrés vers la fin de la 2e année, plus, puis on est devenus plus amis, faire de l'étude ensemble, des travaux, mais aussi partager des moments de vie là, comme des voyages ou une amitié, puis comme tu dis, dans le groupe d'études, encore le groupe de pêche. Ben là, oui. C'est avec le groupe de ski. Le groupe de ski. Mais je pense que c'est super important. Il n'y a pas d'études qui se fait là, par exemple. Ben, nous autres non plus à la pêche, mais c'est ça. Je vais leur dire ça que ils vont sûrement l'entendre dans le podcast. Je le souhaite. Guy Dumas, on a adoré le podcast, vraiment. Puis super bon conseil. C'est la première fois qu'on l'entendait. Vraiment, c'est un très, très bon conseil. On n'a Paul avec nous qui était l'étudiant de première année. Là, on peut faire un shout-out à Paul qui va participer prochainement. Exact, notre futur co-host. Yes. On va le présenter bientôt. On va donner un micro la prochaine fois, un épisode spécial. Merci à vous, M. Dumas. Merci à vous deux, c'était très agréable. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.